تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الندوة dans l'échiquier politique, surtout politique nationale dont on parle beaucoup. Donc en parlant de l'identité, il a essayé de donner une introduction, une appellation épistémologique et une explication du mot identité. Mais surtout, pour lui, c'est l'aspect de l'identité nationale. L'identité nationale en Mauritanie, les aspects les plus importants sont la religion, la langue et la volonté de cohabitation entre les peuples. Donc, pour ce qui est de la religion, nous avons une chance extrêmement grande par rapport à beaucoup, ou l'écrasante majorité des pays du monde, c'est que nous sommes tous musulmans, de surcroît malikites, ce qui est extrêmement rare ailleurs, selon M. le docteur. Donc la langue, bien sûr nous avons quelques langues, mais nous n'avons que 4 langues. Une langue arabe, Polar, Soninké et Wolof, qui sont 4 langues, et ça c'est aussi, il n'y en a pas beaucoup dans d'autres pays du monde, parce que il y a des pays à côté qui vivent avec des centaines de langues différentes, et pourtant qui ont moins de problèmes par rapport à l'international que chez nous. Et la volonté de cohabitation, bien sûr, nos peuples ont toujours cohabité ensemble. Et toute l'histoire de la Mauritanie, il n'y a jamais eu de guerre fratricide entre communautés, que ce soit une communauté arabe ou entre deux communautés négro-africaines ou entre une communauté négro-africaine et la communauté arabe. Donc ça veut dire qu'il y a une cohabitation, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc nous sommes linguistiquement 4 groupes, c'est vrai, comme M. le docteur a dit, comme il vient les Arabes, les Poulars, les Sonki et les Wolof, mais cela n'a jamais posé problème. Et vis-à-vis, sociétalement parlant, ça veut dire notre façon de vivre est à peu près la même. Nous avons dompté ensemble la nature, que ce soit les habitants de la vallée et les habitants du désert. C'est exactement la même façon. Notre musique, notre poésie se ressemblent beaucoup. Ça, c'était à peu près avant l'arrivée des colons. Donc le colonisateur est arrivé en Mauritanie, et M. le docteur a parlé, quand Fédéral est arrivé en Mauritanie, il est arrivé en tant que colonisateur. Donc c'est tout à fait naturel qu'un colonisateur va œuvrer rapidement, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, pour diviser notre peuple. Diviser le peuple pour se présenter après comme un unificateur. Donc comme il n'y avait pas un État central en Mauritanie avant 1946, je viens. Donc nous avons, à l'indépendance, nous avons exporté une capitale qui était à Saint-Louis, nous l'avons exportée à Nouakchott. Et par conséquent, une culture importée qui peut être considérée comme étant une culture étrangère qui est exportée de Saint-Louis, s'est transformée rapidement avec la culture nationale qui existait en Mauritanie en une seule culture. Et donc, c'est ce manque d'État central qui a posé problème. Ça, c'est le premier jalon de notre problème identitaire. Aujourd'hui, nous devons surtout chercher ce qui nous unit et éviter ce qui nous divise, bien sûr. Parlant de la langue arabe ne pose pas de problème par rapport aux langues nationales parce que ce sont des langues qui peuvent nous unir plutôt que nous diviser. Elles sont différentes, bien sûr, la langue arabe n'est pas la langue Peul, la langue Peul n'est pas la langue Soninké, le Soninké n'est pas non plus le Wolof, ce sont des langues différentes, mais ce sont des langues qui unissent, en mettant des langues des 4 communautés musulmanes. Et cela n'a jamais posé problème par rapport à nos ancêtres. Pourquoi ça doit poser problème par rapport à nous? Donc, il a conclu par le fait que l'unité nationale est un sujet à manier avec précaution, car c'est un sujet très, très sensible. إذن سنتابع مع رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير رئيس Samba-Thiam. bandiraɓe mi salmini on. Je remercie la télévision Al-Mourabitoun de me donner l'opportunité de m'adresser au public ici présent
Je le remercie également de me mettre en relation avec Jamil et Horma pour échanger sur la question de l'unité. Et comme dit Horma, effectivement, il n'y a pas question plus importante et plus sensible que la question de l'unité. Donc j'aimerais, par rapport à cette question-là, apporter nos vues. Je n'aimerais pas d'abord entrer directement dans les vues de Horma, mais peut-être que j'aborderai certains aspects de ses réponses ou de sa manière de voir la problématique de l'unité. D'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que la plupart des acteurs politiques, lorsqu'ils prennent la parole, ils parlent de l'unité nationale. C'est sans exception. Si nous parlons de l'unité nationale, si nous l'évoquons, et nous l'invoquons assez souvent, de mon point de vue, c'est qu'il y a problème, en toute logique. Si chacun de nous, à chaque fois qu'il prend la parole, il parle de l'unité, c'est que dans l'unité, il y a problème. Convenons-en. Ça, c'est le premier niveau sur lequel je voudrais attirer l'attention des leaders politiques. À partir du moment où on reconnaît que la question de l'unité qu'on évoque est problématique, la deuxième démarche qui devrait être, mais pourquoi il y a problème? On l'évoque, on l'invoque, on en parle tout le temps, c'est que donc il y a problème. Mais personne ne dit pourquoi il y a problème. Donc si nous voulons réellement, si le discours politique des leaders politiques est franc et réel, c'est qu'il devrait d'abord, ce sur quoi il devrait d'abord mettre l'accent, c'est pourquoi il y a problème d'unité. Et non pas plaider pour l'unité. Il faut plaider pour l'unité en troisième temps. Mais dans un premier temps, d'abord, dans un deuxième temps, reconnaître qu'il y a problème. Et pour reconnaître ce problème, il faut identifier où se situent les problèmes. Pourquoi il y a le problème d'unité et où se situent les problèmes. Je pense que ça me paraît essentiel. Et je vais donc toucher un aspect de ça. Puis, je vais brosser un peu ce que je crois être les conditions et les processus de règlement de ce problème-là. Et enfin, je vais peut-être proposer des mesures d'apaisement si on veut véritablement régler cette problématique-là. Donc, il y a problème d'unité parce que simplement dans les composantes qui existent, il n'y a pas de traitement égalitaire. C'est ça qui est fondamentalement la vérité. Mais je ne les entends pas le dire. Et je n'entends pas les autres leaders le dire. Il y a problème d'unité parce que les composants ne sont pas traités de manière égalitaire. Les négro-africains sont discriminés à tous les niveaux. Sont discriminés au niveau politique, sont discriminés au niveau économique, sont discriminés au niveau militaire, sont discriminés au niveau médiatique, sont discriminés au niveau de l'école. Donc la discrimination est générale, elle les frappe. Les Haratines ne sont pas discriminés au niveau de la langue et de la culture, mais ils sont discriminés sur le plan politique, sur le plan humain, en tant que reconnus comme élément humain, homme tout court. Donc, s'il y a problème d'unité, c'est parce qu'il y a ces discriminations-là qui font que certains composantes ne se sentent pas à l'aise dans ce pays-là. Elles perçoivent la Mauritanie comme leur pays, mais elles ne sont pas traitées comme des citoyens à part entière dans ce pays. Voilà le problème. Mais il faut que les hommes politiques aient le courage de dire ça. Il y a un problème d'unité, on veut la recoudre, mais disons les problèmes qui la causent. Maintenant, si on reconnaît que ces problèmes ils existent, de mon point de vue, ils existent, on ne peut pas les nier, ils sont indéniables. Il y a, à mon avis, un certain nombre de démarches, un certain nombre de conditions ou un processus par lequel il faut passer pour régler ce problème, pour résoudre ce problème d'unité ou pour rendre notre unité plus fraternelle, plus soudée, plus réelle, plus franche. Parmi ces processus,
ou ces conditions, c'est comme on voudra. D'abord, il faudra que nos compatriotes arabo-berbères sortent du complexe de supériorité. Parce qu'on ne le dit pas, mais on le sent. C'est comme si certains estimaient que les négro-africains ou les haratines sont moins intelligents que les arabo-berbères, ou que les arabo-berbères sont plus intelligents que les négro-africains. C'est un complexe de supériorité. Or, nous, notre génération, quand nous faisions l'école, et quand l'école était encore commune, nous avions nos compatriotes arabo-berbères avec lesquels nous faisions l'école. Mais dans les classements, à ce moment, nous avions des professeurs justes et honnêtes, des professeurs compétents. Dans les classements des élèves, on ne voyait pas toujours le bidan devant. Pas du tout. C'était bidan, kouar, bidan, kouar, bidan, bidan, kouar, kouar. C'était comme ça. Or, maintenant, ce qu'on constate dans le traitement scolaire, dans les résultats ou les effets des réformes scolaires, c'est que les négro-africains sont complètement relégués à l'arrière-plan et les arabo-berbères sont toujours, surclassés. Donc ça crée chez les enfants, la nouvelle génération, et peut-être parce que c'est issu de la vieille génération, ce complexe de supériorité. Premier niveau, si on veut régler cette question d'unité, il faut dépasser ce complexe de supériorité. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faut que les compatriotes arabo-berbères également quittent cette volonté de vouloir assimiler les négro-africains, les transformer en haratines. Les haratines sont de culture arabo-berbère. Ils ont des traditions arabo-berbères. Mais les négro-africains ne sont pas arabes. Nous sommes négro-africains. Nous avons des cultures différentes. Et quelquefois, ils disaient que nous sommes, au niveau de nos modes de vie, de nos manières de penser, nous sommes les mêmes. Ce n'est pas vrai. C'est inexact, je veux dire. C'est inexact. Je vais vous donner des exemples. Notre philosophie, notre manière de penser, nos réactions, nous ne sommes pas les mêmes. Je vais vous donner 4 exemples par rapport à ça. Mais avant de venir là-dessus, je voudrais donc que la volonté d'assimilation, on quitte cette volonté d'assimilation pour reconnaître l'autre dans sa diversité, dans son identité. Nous ne sommes pas arabes. Donc vouloir faire de ce pays un pays exclusivement arabe, c'est une négation d'une composante nationale. Ça, c'est un aspect qui fera que tant qu'on restera sur cette position-là, il n'y aura pas d'unité nationale. Parce que nous ne sommes pas arabes, nous refusons d'être arabes. Nous sommes ce que nous sommes, mais accepter de nous traiter comme ce que nous sommes, autrement dit des nègres, des noirs, qui ont leur culture, qui ont leur histoire, qui ont leur civilisation. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est, il nous faut, à mon sens, et je parle des intellectuels principalement, il nous faut substituer le concept d'État-nation, substituer au concept d'État-nation le concept de multination. Ce n'est pas seulement valable pour la Mauritanie, c'est valable pour l'Afrique. Il faut substituer au concept d'État-nation le concept multination. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il ne faudra pas qu'on copie au niveau de l'Occident ce concept d'État-nation, comme la France elle est. Mais parce que le concept d'État-nation a été forgé par l'histoire de la violence. C'est à travers la violence que les Français ont été obligés d'abandonner leur culture d'origine, leur région d'origine, leur classe d'origine, pour se transformer en Français, en citoyens tout court. Donc, la société française a été homogénéisée, elle a été rendue homogène par la violence, par la révolution et par avant la révolution. Nous n'avons pas traversé cette phase historique. Nous sommes encore Pulaar. Nous sommes encore Bidan. Et dans le Bidan, nous sommes encore Oulad Nasr. Pas mauritanien. Quand je demande à celui-là, il est d'où? Tu es quoi? Il ne me dit pas je suis mauritanien, il me dit je suis Oulad Nasr. Nous sommes donc attachés au celui-là. Il me dit que je suis soninké. Il ne me dit pas qu'il est mauritanien. Donc, nous sommes encore attachés au niveau de nos identités
nous sommes encore attachés à certains, j'appellerais pesanteurs tribales, qui font que l'homogénéisation, de se sentir simplement citoyen mauritanien, n'est pas là. Donc, pour que nous créions ça, il faut le créer, je suis d'accord, mais ça doit se créer de manière évolutive. Mais pour que nous conservions l'unité et que nous la rendions beaucoup plus ferme, tenons compte de notre réalité. Notre réalité, c'est que nous sommes des nations, nous sommes des ethnies. Il faut que dans la gestion du pouvoir, les nations et les ethnies s'y retrouvent. C'est ce que j'appelle le concept de multination, et non pas le concept d'État-nation. On n'est pas arrivé à ça, mais il faut le construire. Mais il faut le construire en reconnaissant d'abord l'autre et en travaillant à ce que l'autre ou les autres, par un travail de fusion progressive, deviennent même et se sentent complètement un Mauritanien. Pas Pulaar, pas Soninké, pas Bida, mais juste Mauritanien ou citoyen mauritanien, qu'ils s'identifient à ça. Ça se travaille. Mais d'ici là, nous ne sommes pas là. Nous n'en sommes pas là, nous ne sommes pas arrivés là. Ça, c'est les trois éléments qui me paraissent essentiels dans les conditions et les processus pour raffermir l'unité nationale. L'autre élément qui me paraît important et qu'il faut reprendre, c'est que notre unité nationale a été faussée, non pas maintenant, mais depuis le congrès d'Alleg, à cause de Ouldada. Ouldada s'est battu pour que le pays soit, il faut le féliciter, peu à son âme, mais dans ses politiques, il a créé déjà les germes de la division. Je voudrais un jour revenir là-dessus. Il faut reprendre Alleg, parce que lorsqu'on a fait le congrès d'Alleg pour constituer la Mauritanie, on n'a pas déterminé les bases à partir desquelles nous allons vivre ensemble. On a juste créé un État et on a dit allez-y. Et Mokhtar, par sa politique, progressivement, s'est évertué à nous éliminer progressivement. Et Oultaya est venu en devenant plus radical, en nous liquidant. L'autre éliminé tout doucement. Celui-là liquidé totalement. Voilà qui paie le problème d'unité. Donc si nous voulons construire ce problème d'unité, il faudra qu'on reprenne Alleg. Autrement dit, qu'on s'asseye, Kouar et Arabo-Berbère s'asseyent, et Aratine s'asseye, je ne sais pas où les classerait, pour déterminer, très bien, nous voulons faire ce pays. Oui, nous sommes d'accord de vivre ensemble. Mais sur quelle base? Quelles sont les conditions? Ceci, il faut le reprendre. Parce que la manière dont ce pays aujourd'hui avance, mais c'est seulement une composante qui avance, les autres reculent. Les autres disparaissent, les autres sont liquidés. Et ça ne peut pas créer les conditions d'unité nationale, fraternelle, réelle. Ça me paraît important, ça me paraît fondamental. Maintenant, il y a les voies et moyens. Si nous voulons arriver à ça, et réellement, si nous sommes francs entre nous, construire cette unité, nous devons débattre. Pour reprendre Alleg, il faut qu'on débatte, il faut qu'on dialogue. C'est en dialoguant, en discutant, qu'on va trouver les solutions, les conditions pour vivre ensemble. Il ne faut pas me dire l'argument, l'islam, nous sommes tous musulmans, malikites, donc l'unité est parfaite. Mais ça ne tient pas la route, ça. Ça ne tient pas la route, parce que simplement, si nous partons des expériences historiques, l'argument musulman, nous sommes tous musulmans, malikites, ne tient pas la route. D'abord, si nous étions tous musulmans réels, musulmans, malikites, sunnites réels, on ne tuerait pas les gens ici en plein ramadan. On ne le ferait pas. Un bon musulman ne le fait pas. Un seul musulman s'est levé pour dire ce qui est fait, c'est kafr. Ce qui est fait, c'est pas musulman. C'est l'imam Bouddha. Pas un autre ne s'est levé. Donc, dire que nous sommes musulmans, utiliser l'argument nous sommes musulmans, puisque nous sommes musulmans tous, il n'y a pas de problème pour l'unité, c'est un argument léger. Mais autre élément, l'argument musulman ne tient pas sur la base des expériences historiques. Je prends le cas de l'Inde. L'Inde, au début, s'est divisée entre bouddhistes et musulmans. Ça, c'est normal, parce qu'on peut dire que c'est deux religions différentes. Mais quand ils sont divisés en 1947, les musulmans sont partis, ce qui a constitué le Pakistan. Le Pakistan est parti comme bloc musulman, contre le bouddhisme. Mais quand ils sont partis en tant que bloc musulman, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bangladesh, qui est musulman, a quitté le Pakistan. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ethnie,
ils étaient dominés par les autres Pakistanais. Donc le facteur musulman n'a pas uni, n'a pas suffi pour unir. Le facteur ethnique a été déterminant. Ça, c'est le cas de l'Inde. Je prends le cas de l'Irak. Le cas de l'Irak, c'est un pays où il y a des Arabes musulmans, sunnites, et il y a des Kurdes musulmans, sunnites. Mais l'islam n'a pas suffi à les unir. Les Kurdes sont partis. Pourquoi? À cause du facteur ethnique qui est déterminant. Je prends le cas du Soudan. Le Soudan, au départ, avec le Soudan du Sud, c'était deux religions, ils se bagarraient, chrétiens, musulmans. Ok, là on peut le comprendre, c'est deux religions qui combattent. Mais quand le Soudan du Sud est parti et est devenu indépendant, il est resté le Grand Soudan du Nord seulement. Dans le Grand Soudan du Nord, il y avait le Soudan du Nord arabe et le Soudan du Nord Darfour. Le Darfour, c'était des peuples qui sont musulmans, qui ont aidé les Arabes à combattre les sudistes noirs, chrétiens. Mais quand maintenant le bloc compact du Soudan du Nord s'est fissuré, les Darfouriens sont aujourd'hui en train de combattre leur indépendance. Pour leur indépendance, ils sont musulmans, comme les Arabes du Nord. Donc dire que le facteur de l'islam ou le facteur de la religion est un facteur déterminant pour créer l'unité, l'histoire ne le retient pas. C'est inexact. De manière expériencée, l'expérience historique démontre le contraire. Maintenant, on peut accepter que c'est un facteur favorable, mais il n'est pas déterminant. Le facteur déterminant, c'est le facteur ethnique. Il faut qu'on en tienne compte. Nous sommes musulmans, oui, mais je ne suis pas vous. Vous n'êtes pas moi. Vous avez votre culture et j'ai ma culture. Et je reviens sur un point qu'il avait développé pour dire qu'on a les mêmes manières de voir, on a la même philosophie. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Je reviens là-dessus. En arabo-berbère, la différence entre nous et vous se situe à 4 niveaux. Il y a des aspects que nous partageons, mais il y a des aspects sur lesquels nous ne partageons pas à cause de notre histoire. À 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le désert. Le désert et la savane, première différence. La case et la tente, deuxième différence. Le sac de mil, le gros sac de mil, et le grenier, troisième différence. L'attitude face à l'information, quatrième différence. J'explique. L'arabo-berbère, l'attitude face à l'information. L'homme du désert, parce que vous êtes les hommes du désert, les arabo-berbères sont des hommes du désert, quand ils voyagent, ils coupent court. Ils ne passent pas par des longs chemins, parce que simplement, ils savent que là, c'est tout droit. Ils coupent court. Et ça se traduit un peu dans notre circulation aujourd'hui. Mais exactement, parce que c'est une mentalité. Elle vient de loin, elle vient du cheminement, de la construction du désert. Or, l'homme de savane que nous sommes, on est obligé de frayer un chemin dans la savane, dans les arbres. On est obligé de trouver un chemin. On ne peut pas couper court. Première différence. Deuxième différence, la différence au niveau entre la tente et la case. La tente, vous rentrez de partout. On rentre de partout. La case, il n'y a qu'une porte. Vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment dans la case, il y a une porte. Et c'est ça qui fait notre différence d'attitude dans le respect de la loi. Vous, parce que vous êtes habitué à la structure de la tente, vous rentrez partout, nous sommes obligés de passer par un chemin. Il n'y en a pas deux. La troisième différence, c'est, ce que j'appellerais le sac de mil, le gros sac de mil que les Bédouins amenaient dans la vallée pour le remplir de mil, pour la provision, et le grenier. La différence, c'est que vous planifiez pour le court terme. Le sac de mil, c'est pour maximum un mois, 2 mois, ça finit, il faut encore refaire le voyage. Nous faisons le grenier, c'est beaucoup plus long. La perspective du temps n'est pas la même. La perspective de la gestion du temps n'est pas la même. Le quatrième élément, c'est face à l'information.
L'homme du désert, il est obligé de donner l'information parce que la vie du désert est dangereuse. On ne sait pas ce qu'il y a devant. C'est dangereux, il faut prendre l'information parce qu'on ne sait pas ce qu'on rencontre devant. Donc, quand quelqu'un vient de voyage, il débarque, toute la tribu l'entoure au Chitari. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous n'êtes plus les hommes du désert comme avant, mais le trait de pensée, le trait de caractère et de comportement est resté. Parce que si on ne s'informe pas, on meurt. Parce que le désert est constitué de dangers. Le puits là-bas peut avoir été fermé, les ennemis peuvent être là-bas, donc vous êtes obligé de vous donner l'information pour votre sécurité. C'est le désert qui façonne ça. Nous, donc, donner l'information chez vous, c'est positif. C'est bon, parce que ça permet de sauvegarder, ça permet de sauver la sécurité. Chez nous, donner l'information est perçu comme être un menteur. On ne donne pas n'importe quoi l'information. On doit se taire, on ne donne pas. Donnez toujours, racontez à chacun ce qui se passe, ce que vous avez entendu, vous êtes traité de menteur. Voilà les différences. C'est des différences d'ordre culturel. Donc, dire que nous sommes les mêmes, non, ils sont même quelque part, mais nous avons des aspects sur lesquels nous ne sommes pas les mêmes. Bon, je ne vais pas m'allonger, mais il y a d'autres aspects sur lesquels je voulais revenir, mais bon, je m'arrête là. Je vous remercie.